Bonjour à tous, c'est Alan Arsman. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'épineux problème de la réelle appartenance culturelle du personnage de Moïse. À savoir que, comme nous le rappellerons dans un instant, plusieurs témoignages anciens, très crédibles, affirment que Moïse fut jadis égyptien et non pas hébreu. Alors si vous n'êtes habitué à la littérature ancienne, cette hypothèse pourra vous paraître surprenante, voire ubuesque, car après tout, en le bien connu passage de l'adoption de Moïse par la princesse égyptienne, il est très explicitement notifié dans nos textes bibliques que l'enfant est hébreu. En résulte que l'immense majorité de la population continue à considérer ordinairement que Moïse était hébreu, mais comme nous allons le voir, il est tout aussi explicitement notifié l'inverse, ailleurs dans la Bible, en des passages hélas beaucoup moins connus. À plusieurs reprises, le texte biblique affirme ou sous-entend que Moïse n'était pas hébreu, et plus ponctuellement, il affirme également que Moïse était égyptien. L'ethnie de naissance du personnage est donc très loin d'être certaine. C'est en tout cas un fait irréfutable. L'Ancien Testament fournit des informations contradictoires sur le sujet de cette origine ethnique de son principal personnage. Dans cette vidéo, nous allons donc rappeler ces éléments textuels de contradiction et les sources textuelles qui les corroborent. Nous allons tenter de résoudre logiquement ces paradoxes afin peut-être de pouvoir apporter du crédit à l'une ou l'autre de ces appartenances culturelles, apporter du crédit et non en aucun cas conclure, puisqu'il ne sera évidemment en aucun cas possible d'affirmer une conclusion de manière catégorique sur un tel sujet ancien. Aucun de nous n'était évidemment présent à cette époque. Évidemment, on s'en doute, si Moïse fut égyptien et que cela fut ensuite incompris, oublié ou même caché, il doit encore y avoir, ça et là dans la Bible, de petits éléments qui trahiraient cette ancienne appartenance culturelle. Or oui, il y en a même beaucoup. Nous allons progressivement les souligner ensemble, en commençant par un cas simple et flagrant, celui de l'affirmation explicite de cette origine ethnique dans l'épisode de la fuite en Madian. En effet, dans cet épisode bien connu, les femmes que Moïse protégea des bergers violents en font ensuite une description auprès de leur père, une description dans laquelle Moïse est explicitement affirmé être égyptien. Un Égyptien, dirent-elles, nous a délivrés de la main des bergers. Pour des raisons nationalistes assez évidentes et primaires, cette affirmation biblique a longtemps été discréditée. On en niait jadis la valeur en affirmant qu'il n'était pas question, cette phrase, de l'authentique appartenance ethnique du personnage, mais seulement d'une vague association géographique sans valeur, ce qui est une affirmation totalement gratuite, dépourvue d'arguments, pas scientifiquement recevable. Ce qui est avancé sans argument peut être réfuté sans argument. Dans la haute antiquité, le critère ethnique était de très grande importance aux yeux de tous, c'était le premier marqueur social en toutes circonstances. Il n'y a donc aucune réelle raison de douter du fait qu'il soit ici communément utilisé. Il n'y a aucune raison de douter de la pertinence du propos de ces femmes, dont une au moins connaît assez intimement Moïse puisqu'elle est sa future épouse. C'est donc probablement l'appartenance ethnique de Moïse qui est ici évoquée par ces femmes qui nous disent, tout simplement, sans vues politiques et nationalistes, ce que leurs yeux leur dictent. Ces femmes nous l'affirment explicitement et limpidement. C'est un Égyptien qui les a sauvés, pas un Hébreu. Un peu plus loin dans le même passage, il est écrit que Moïse a un fils avec Sippora, l'une de ses Madianites, et qu'il appelle ce fils Gershom, car, dit-il, je suis un guer, un expatrié. La signification de ce prénom du premier fils de Moïse est importante. Elle trahit le fait que l'Égypte manque profondément à Moïse durant cet exil dans le pays de Madian, pourtant assez avantageusement décrit. Moïse n'aurait probablement pas utilisé ce terme guer, expatrié, s'il n'avait pas été un autochtone là-bas en Égypte. Ces considérations ethniques peuvent paraître déplacées aujourd'hui, mais elles étaient bel et bien la concrète réalité de l'époque. Si Moïse avait été hébreu de naissance, il aurait déjà été un expatrié au temps de sa jeunesse en Égypte. En effet, l'archéologie est formelle. Du début à la fin, les Sémites furent considérés comme des envahisseurs par les Égyptiens de ces époques. Et les anciens Sémites considéraient pareillement la même chose. Jamais ils n'ont perçu l'Égypte ancienne comme étant leur foyer. La Bible rappelle elle aussi cette même idée ancienne en exprimant que les Hébreux avaient alors tous le cœur tourné vers Canaan. Bref, les Égyptiens se sentaient chez eux en Égypte, et les Égyptiens seulement. Or, Moïse s'y sentait chez lui. Il est en peine lorsqu'il quitte ce pays, qu'il nomme ici explicitement comme sa patrie. Guerre signifie expatrié, or le mot patrie n'a pas 50 significations. Il définit la communauté sociale et politique à laquelle on appartient ou à laquelle on a le sentiment d'appartenir. Ce terme ne laisse quasiment aucun doute. C'est la terre de ses pères et de ses ancêtres que Moïse vient de quitter en quittant l'Égypte. Ce pourquoi il se sent déraciné à ce moment-là.
C'est ce qu'il affirme ici lui-même, implicitement. Par ce nom de son fils, Moïse se définit comme un expatrié par rapport à sa patrie égyptienne. Il définit donc lui-même son appartenance communautaire comme étant égyptienne. Nous avons produit une vidéo entière sur le nom du personnage de Moïse. Pour éviter de nous répéter, nous ne reprendrons donc pas ici l'ensemble de ces arguments-là. Voyez la vidéo en question si le sujet vous intéresse. Le nom de naissance de Moïse était très probablement Ushir Moses, nom qui fut ensuite réduit par Apocope pour devenir le Moses que nous connaissons tous aujourd'hui. Or, modifié ou pas, l'origine de ce nom est scientifiquement connue et cette origine est totalement égyptienne. Moïse portait donc un nom égyptien. Or, évidemment, on ne donne ordinairement pas un nom égyptien à un enfant hébreu. Ce nom témoigne donc lui aussi en le sens d'une origine égyptienne du personnage de Moïse. Ce nom reste toutefois le nom d'adoption du personnage et non son réel nom de naissance. Nous ne le considérons donc pas ici comme fournissant une preuve suffisante. Poursuivons en rappelant que ce litige d'appartenance ethnique du personnage de Moïse est évidemment très ancien. Nous avons des sources extra-bibliques très anciennes, égyptiennes et grecques, qui nous parlent déjà de ce sujet, et ces sources affirment explicitement que Moïse était bien égyptien. Nous parlons évidemment ici principalement des textes écrits sous la plume de Manéthon. Manéthon, qui est un haut prêtre égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait accès à toutes les bibliothèques des temples égyptiens et qui fut parmi les plus grands historiens de son temps. Il est encore aujourd'hui régulièrement perçu comme l'Hérodote des Égyptiens. C'est en tout cas un personnage qui a énormément apporté à la science historique en son temps et fut le premier à établir des listes royales, encore évidemment imparfaites mais déjà très pertinentes. Les détails de ces écrits sont évidemment régulièrement discrédités des modernes, mais lorsqu'on les replace dans leur contexte, ils sont une révolution absolument formidable. Plusieurs des listes et outils qu'il a jadis développés sont encore aujourd'hui utilisés par les égyptologues plus de 2200 ans plus tard. Alors, les textes originaux de Manéthon, la Egyptiaca, n'ont pas survécu. Toutefois, l'auteur fut tellement cité et commenté en d'autres livres anciens qu'il nous en reste des pans entiers au travers de ses copies et citations, dont heureusement toutes les citations qui concernent ces passages bibliques, notamment répétés par Flavius Joseph dans son Contra Appion. Or donc dans ces textes, Manéthon affirmait haut et fort que Moïse était totalement égyptien et qu'il portait jadis un nom égyptien. Manéthon affirmait que les preuves de ce fait existaient encore en son temps et qu'il était alors facile de les consulter. Il suffisait pour cela de se rendre dans les fonds de la bibliothèque d'Alexandrie, bibliothèque qu'il consulta jadis très régulièrement. Mais comme vous le savez, cette bibliothèque fut plus tard la proie des flammes. Les sources égyptiennes de Manéthon ont donc disparu 2 siècles après lui. Alors, depuis ces lointaines époques, nous avons été durablement incités à discréditer la cohérence des textes de Manéthon, sans argument et sans raison, juste parce que cela gênait nos croyances et traditions. Mais les faits demeurent. Manéthon affirmait que Moïse était égyptien. Or, les fragments de ces textes sont bel et bien nos plus anciennes sources textuelles sur ce point. Et les Égyptiens ne cherchaient alors pas du tout à voler la gloire du personnage, comme Joseph les en accusera, puisque les Égyptiens, eux, détestaient Moïse. Ils ne se montrent absolument pas fiers de ce rapprochement avec le personnage biblique qui, à leurs yeux, fut jadis un traître, et non pas du tout le personnage auréolé de gloire de nos religions. Du fait de Manéthon, on trouve évidemment en tout siècle des penseurs de renom qui affirment chacun en leur temps que Moïse était égyptien, et cela continua jusqu'à l'époque moderne où Freud a notamment, sur base de son analyse des anciens textes, réaffirmé la même chose. Selon Freud, Moïse était égyptien de souche et son nom était pareillement égyptien. Plusieurs autres scientifiques et auteurs continuent de soutenir ce propos, aujourd'hui devenu heureusement assez commun que pour arriver à se maintenir sur la page Wikipédia consacrée au personnage. Maigre victoire de l'objectivité, mais c'est déjà cela. On ne peut donc plus, en ce 3e millénaire, continuer de mentir en affirmant qu'il n'y a pas de doute concernant cette origine ethnique de Moïse. Dans la Bible, tout comme dans les textes scientifiques les plus anciens, il est affirmé que Moïse était égyptien. Ce sont des faits. Nous en venons maintenant à des indices plus discrets, mais beaucoup plus nombreux, tous ceux qui ont attrait aux dissociations verbales entre Moïse et les Hébreux dans la Torah et l'Ancien Testament. En effet, les mots du texte biblique ont en tous sens gardé des indices d'une distinction ethnique originelle entre Moïse et les Hébreux.
Dans la Bible, quand Moïse parle des Hébreux, il n'en parle jamais comme étant sa famille ou son peuple. Il en parle toujours comme d'une entité différente de lui, un peuple n'ayant originellement rien à voir avec sa personne. « Que ferai-je pour ce peuple » demande-t-il à Dieu. « Ce peuple, et non son peuple ou mon peuple. » Comment saurait-on que je jouis de ta faveur, moi et ton peuple ? Moi et ton peuple, nous serons traités autrement que tous les peuples qui se trouvent à la surface du sol. Ici, c'est encore beaucoup plus net. La formulation « moi et ton peuple », répétée à plusieurs reprises par Moïse, exprime clairement que ce personnage ne se considère pas comme appartenant au peuple des Hébreux. Alors évidemment, le dogme télévisuel a trouvé réponse subjective à tout cela. C'est parce que Moïse était extraordinairement humble, c'est parce qu'il s'accablait de ses erreurs passées, qu'il se jugeait ainsi lui-même comme totalement indigne de cette appartenance culturelle. Qui suis-je pour conduire ce peuple ? Cette vision romanesque aurait éventuellement pu être retenue si Moïse était le seul à affirmer cette dissociation entre lui et le peuple hébreu. Sauf que voilà, le texte est clair. Dans la Bible, tout le monde affirme cette distinction. Tout le monde, depuis le beau-père de Moïse jusqu'à Dieu. Or, si à chaque fois, Dieu et les autres ont tous besoin d'ainsi séparer les deux termes, l'un Moïse, l'autre le peuple hébreu, c'est bien parce que ces deux termes sont distincts et que l'un n'englobe pas l'autre. En fait, la seule et unique phrase où Moïse s'exprime en se considérant comme appartenant aux Hébreux, c'est la fameuse phrase « Laisse partir mon peuple !» Sauf que c'est au nom de Yahvé qu'il s'exprime à ce moment-là. Le texte le dit, dans ce passage, Moïse ne fait que répéter les propos de Yahvé. En cette phrase, le déterminant possessif se réfère donc à Yahvé et non pas du tout à Moïse. Il n'implique donc pas du tout l'appartenance de Moïse à ce peuple. Et si même ce n'était le cas, c'est de toute façon la seule phrase de Moïse où cette appartenance est envisageable. Or, à côté de cela, il y a bien des centaines et des centaines de phrases qui affirment explicitement une complète dissociation culturelle entre Moïse et les Hébreux. Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. J'ai conclu une alliance avec toi et avec Israël. Ici, plus qu'ailleurs encore, Israël est mentionné et dissocié de Moïse. La dissociation qui est faite l'est donc bien en fonction de l'ethnie, et non du fait d'une classe sociale ou d'une modestie du personnage. À moins de considérer Dieu comme systématiquement porté au pléonasme, on est ici obligé d'admettre qu'il exprime clairement que Moïse ne fait pas partie d'Israël. La fameuse alliance fut donc scellée entre trois intervenants différents, Dieu, les Hébreux, et un homme qui n'était pas encore hébreu. Et de telles phrases, il y en a tout le long de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome et du texte des Nombres. Au total, nous parlons bien de plusieurs centaines d'affirmations textuelles. Beaucoup trop d'indices, tous convergents. Des centaines d'indices qui tous affirment que Moïse n'était pas hébreu de naissance et qui affirment donc tous indirectement qu'il était bel et bien égyptien. Comment expliquer ces paradoxes ? Comment expliquer qu'à même cet unique livre, il soit par endroits affirmé que Moïse est hébreu, et pareillement affirmé ailleurs qu'il était égyptien ? Eh bien, il n'y a qu'une seule manière d'expliquer cela. Une adoption, tout simplement. Il nous faut donc envisager tout simplement que Moïse a été adopté par le peuple hébreu. Et ceci n'est pas une spéculation, c'est écrit dans la Bible. Cette adoption est décrite dans le texte. « Je vous adopterai pour mon peuple et deviendrai votre Dieu ». C'est un fait, il est écrit dans la Bible que certaines des personnes nommées comme hébreux dans le récit ne sont pas nées au sein de cette ethnie, et n'étaient donc forcément pas encore nommées comme hébreux avant ce moment d'adoption. Et cette adoption, c'est également affirmé, a bel et bien concerné le personnage de Moïse, lui aussi. La Bible affirme très clairement que, du fait de son mérite exceptionnel, les héritiers du personnage de Moïse seront autorisés à porter le nom de la tribu de Lévi. Or, si les fils de Moïse sont ici, du fait de la gloire de leur père, autorisés à porter le nom de la tribu de Lévi, force est de conclure logiquement que Moïse ne le portait pas encore. Il n'y a donc pas de contradiction. Pour peu que l'on lise le texte en entier et que l'on tienne compte de tous ces passages, tout est clair et limpide. Moïse est né égyptien, son adoption est décrite, il est donc bel et bien devenu hébreu, et les textes ont ensuite été modifiés pour faire disparaître cette ancienne appartenance. Nous sommes donc tout simplement en face d'une ancienne appartenance culturelle qui, à un moment, fut jugée obsolète et fut donc modifiée. Et ce n'est même pas dans un but de mensonge et d'oubli que cela fut modifié, c'est tout simplement parce que la phrase qui annonce cette adoption de Moïse est issue directement de la bouche de Yahvé. Or, comme nous l'avons déjà montré, comme nous le montrerons encore en d'autres vidéos, chaque fois que le Dieu s'exprime dans le livre,
tout ce qu'il dit est jugé et affirmé comme vrai par le propos du reste du récit. C'est systématique. Nous sommes donc devant des croyants qui ont tout simplement obéi à leur Dieu, ce qui est normal. Yahvé a affirmé que Moïse allait être adopté, que ses fils porteront le nom de la tribu de Lévi. Les transcripteurs religieux des générations suivantes ont donc tout simplement appliqué ce décret divin et ont modifié le texte pour que l'ancienne appartenance culturelle du personnage disparaisse au profit de la nouvelle, jugée plus authentique et plus pertinente à leurs yeux. Tel est le paradigme de l'expression de cet ancien texte. Tout ce que le Dieu dit y devient réel, imposant parfois à la modification rétroactive d'anciens éléments. Dans nos précédentes vidéos, nous avions déjà souligné plusieurs cas de ces modifications, toujours effectuées selon la même logique, le même ensemble de considérations cohérentes, et nous en montrerons plusieurs autres encore dans nos prochaines vidéos. Mais j'insiste bien, il s'agit d'un paradigme d'écriture et non pas de mensonge. Nous considérons, nous, modernes, que ce sont nos gènes qui déterminent notre appartenance culturelle, c'est une considération. Les anciens Hébreux en avaient une autre. Pour eux, il était bel et bien possible de devenir Hébreux. C'est ce qu'affirment très nettement ces passages. En louant leur Dieu, en absorbant leurs pratiques, leur conduite, il était jadis possible de devenir des Hébreux, quelle que soit l'ethnie de naissance. C'est ce qui arriva dans le cas de Moïse et dans le cas de beaucoup d'autres. Et du point de vue de leur paradigme d'écriture, il était ensuite logique et cohérent d'affirmer partout cette appartenance jugée sacrée et de faire donc disparaître l'ancienne appartenance jugée comme profane et dévalorisante à leurs yeux. Il n'est donc pas question de mensonge dans cette déformation, il est juste ici question de la dominance d'un point de vue sacré dans leur considération d'écriture. Et c'est bien souvent dans cette compréhension du paradigme d'écriture de ces anciens textes que se trouve le nœud de toute leur compréhension perdue. Et la principale des phrases qui dut alors être changée pour faire correspondre le début du texte avec cette neuve appartenance décrétée par Dieu, c'est évidemment la toute première qu'entendit l'enfant Moïse dans le récit, celle que prononça sa mère adoptive en ouvrant le panier qui le porta sur le Nil. C'est, se dit-elle, quelques enfants des Hébreux. Alors évidemment, en lecture naïve, tout le monde cautionne ici que cela témoigne du fait que Moïse fut un Hébreu. Mais lorsque l'on fait une lecture complète et circonstanciée, lorsque l'on tient compte non juste de cette ligne-là, mais de l'entièreté du passage et de son contexte, cette phrase témoigne en fait de l'inverse. En effet, on peut ici constater que la femme qui recueille cet enfant n'a pas hésité une seule seconde. Elle a vu l'enfant et a ensuite immédiatement affirmé l'appartenance culturelle de celui-ci. Or, si l'on replace l'épisode dans son contexte historique, l'appartenance qu'elle affirma ne peut pas être hébraïque. C'est seulement du fait de la dominance des anciennes confessions religieuses que l'on a longtemps continué à considérer que le peuple hébreu était jadis connu de tous, déjà à cette lointaine époque. Archéologie à l'appui preuve est depuis longtemps établie que l'identité culturelle hébraïque n'apparaîtra que longtemps plus tard. Il est donc totalement impossible que cette princesse égyptienne ait connu les spécificités de la culture hébraïque. Le texte le dit, même le pharaon, son père, ignore qui sont les Hébreux. Et ce ne peut évidemment pas être la circoncision qui soit ici retenue comme élément de discrimination visuelle, puisque la circoncision vient d'Égypte. C'est historiquement et archéologiquement démontré depuis très longtemps. Or pourtant, cette femme affirme immédiatement l'appartenance culturelle de l'enfant. Comment l'expliquer? Soyons honnêtes et simples. Moïse était égyptien et donc africain. La peau de cet enfant était donc tout simplement noire. Historiographiquement, il n'y a pas d'autre hypothèse qui tienne la route. Dans les régions de Goshen où a lieu cette histoire, il y avait des Égyptiens évidemment, mais aussi une foultitude de groupes sémites différents, ayant bien plus en commun que leur appartenance linguistique. Les archéologues dénombrent plusieurs dizaines d'ethnies sémites alors présentes dans ces régions, et tous concèdent qu'il y avait encore beaucoup d'autres groupes, nomades ou semi-nomades, principalement sémites, et que tout ceci se ressemblait globalement, un complet melting pot culturel. Or, dès que cette femme a vu l'enfant, elle a pu affirmer son origine et la nommer. La réalité est donc toute simple, cette femme a vu un enfant noir, et elle s'est tout de suite exclamée sans le moindre doute, « C'est quelque enfant de chez les Égyptiens ». Les autres groupes ethniques présents dans la région étaient trop peu différenciables et trop mêlés pour lui permettre de s'exprimer aussi rapidement et aussi sûrement. Rappelons que comme nous l'avons montré dans notre vidéo sur le sujet, le massacre des innocents est bel et bien historique et qu'il cible appareillement les enfants hébreux et les enfants égyptiens. Il est donc tout à fait crédible et même normal qu'en tel contexte des enfants égyptiens furent pareillement exposés et, au vu de la mentalité égyptienne de l'Antiquité, il est pareillement très crédible que les femmes égyptiennes, dignes filles d'Isis, tentèrent alors, avec leurs moyens, de s'opposer à ces pratiques étrangères. Et il est également tout à fait normal que de temps en temps, l'un de ces enfants survive.
Alors, avant de conclure, je tiens à apporter une importante nuance à mon propos. Une fois encore, soyons honnêtes, on s'en fout complètement et totalement de l'origine ethnique de ce personnage ou de celle de quiconque d'ailleurs. Cela n'a absolument aucune importance sur le plan humain. De facto, ce n'est pas la génétique qui nous détermine, ce sont nos choix et actions de vie qui définissent ce que nous sommes. À strictement parler, le personnage de Moïse est donc bien totalement hébreu sur le plan culturel, puisqu'il va effectivement faire le choix de cette appartenance, il va épouser l'idéologie hébraïque. De notre point de vue, tout comme du point de vue du récit biblique, Moïse n'est donc pas égyptien. Mais nous nous devons de ne pas confondre ces considérations personnelles avec les faits historiques. Pour être complet, il nous faut donc aussi rendre à ce texte sa véritable couleur et faire mémoire des douleurs de la femme égyptienne qui dut ce jour-là abandonner son enfant. Il nous faut donc aussi l'affirmer, oui, c'est éminemment probable. S'il exista, Moïse fut d'abord égyptien. Il est né égyptien et resta très longuement fortement attaché à la culture africaine et aux douceurs du pays des deux terres, avant de, plus tard, devenir hébreu, en épousant l'idéologie subtile et complexe de ce vieux peuple. Moïse n'est donc pas égyptien, mais l'homme qui devint ce personnage fut bel et bien égyptien. Nous insistons, l'appartenance biologique que nous venons ici de mettre en lumière n'a absolument aucune portée religieuse et aucune importance sur le plan humain, elle devrait en tout cas ne pas en avoir. Par contre, si elle fut exacte, cette naissance égyptienne de Moïse pourrait expliquer bon nombre de détails sur le plan historique. Si elle est authentique, cette ancienne appartenance culturelle du personnage peut permettre d'améliorer grandement notre compréhension du contexte dans lequel cette histoire se déroula. D'un point de vue historiographique, cette appartenance culturelle est donc très importante et potentiellement très révélatrice. C'est cette part trop oubliée de notre histoire que nous vous invitons à découvrir en nos livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de vidéo le mois prochain, je dois me consacrer à d'autres travaux, mais je vous retrouve dans 2 mois, si vous le souhaitez, pour d'autres aperçus de nos sujets. C'était Alan Arsman, merci à tous, au revoir.